Au sommaire de cette édition, consécration du révérend Jah Eric du ministère évangélique du Christ Espérance des Nations de la commune d'Abobo, temple Bethesda en qualité de prophète. Les détails dans cette édition. Les fidèles de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Tonda achèvent dans l'allégresse un mois de jeûne et de prière pour la paix en faveur de notre pays. Et puis, à l'international, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, ont été requis contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Madame, Monsieur, bienvenue sur Béni TV. Vous suivez une nouvelle édition de l'information. Le serviteur de Dieu, Jah Eric, du ministère évangélique du Christ Espérance des Nations de la commune d'Abobo, temple Bethesda, a été officiellement consacré prophète. Il a reçu en fin de semaine dernière son diplôme de confirmation. À ce titre, reportage. Après une vingtaine d'années de marche à la suite du Seigneur Jésus-Christ, le révérend Jah Eric du ministère évangélique du Christ Espérance des Nations s'apprête à passer un autre statut sacerdotal. C'était en présence d'un parterre de serviteurs de Dieu dont le docteur Albert Tadé de Freedom Covenant Seminary of Côte d'Ivoire. Bien-aimés, personne ne peut réussir dans le ministère sans le Saint-Esprit. Personne. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, sans le Saint-Esprit, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, est un homme de Dieu, femme de Dieu, mort ou de marche. Et il s'en est suivi la consécration du révérend Jah Eric au rang de prophète de l'Éternel. Serez-vous fidèles dans la prière et dans l'étude des Saintes Écritures, afin que vous ayez la pensée de Christ? Répondez, je le serai car Christ est mon secours. Je le serai car Christ est mon secours. Père, de Jah Samuel, prophète dans ton église, déverse sur lui le Saint-Esprit et par l'autorité du Saint-Esprit, Jah Samuel, je te consacre, prophète. Le consacré prophète du jour et son épouse, la révérende Jah Angeline, reçoivent leur signe de confirmation dans le ministère. Je vous remets votre diplôme de coordination. Par la grâce de Dieu, ça a été un grand succès et nous sommes très heureux d'y avoir fixé notre image. Les élus du jour sont reconnaissants au Tout-Puissant et promettent plus d'engagement dans l'œuvre pour le salut des âmes. Il faut dire, on a attendu ce jour pendant des années. Et aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, a permis que ce jour ait lieu. Donc vraiment, je bénis son nom. Je lui rends toute la gloire. Et nous croyons qu'après ce moment, nous allons aller encore en profondeur avec le Seigneur, en sorte que des vies soient gagnées, que des nations soient gagnées au Seigneur. Le prophète Jah Eric a reçu l'appel au sacerdoce en 2000. Il est marié et père de 5 enfants. L'Église des Assemblées de Dieu de Tonda vient de boucler un mois de jeûne et de prière en faveur de la nation ivoirienne. C'est la 5e édition de ce grand programme. Anissé Kouadio nous en dit davantage. Cette grande parade est l'œuvre de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du secteur de Tonda. On chantait, dansait dans les rues de Tonda pour que le nom de Yahweh soit exalté. Destination, le foyer des jeunes pour un grand moment d'impactation, d'adoration et de louange.
Cette activité fait suite à la clôture de ce grand programme annuel d'accentuation spirituelle qui marque la fin de 1 mois de jeûne et de prière pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le renouvellement de l'esprit. C'est un moment d'accentuation spirituelle et de renforcement des capacités spirituelles des enfants de Dieu dans le but d'amener chaque enfant de Dieu à s'inscrire de façon dynamique dans le succès, dans la réussite, mais aussi dans la marche chrétienne victorieuse. Ce programme dénommé Elim 2020, 5e édition, qui a été un fort moment riche. Autour du thème, il a paru une seule fois pour abolir. Cette thématique pour que chaque enfant de Dieu comprenne très clairement que le temps n'est plus à végéter dans l'immobilisme, mais à sortir du contexte du retard spirituel et du retard accusé dans tous les domaines pour saisir la puissance de l'œuvre que Jésus est venu accomplir. L'invité spécial, l'homme de Dieu, Jackie Roger, qui a enrichi le peuple de Dieu et qui s'est chargé de délivrer certains esprits captifs des mains du diable. C'est un programme de restauration, c'est un programme de visitation et c'est un programme durant lequel Dieu fait des grandes choses et Dieu guérit encore. Ils sont 75 nouveaux baptisés de la promotion Adonai qui ont mangé à la table des privilégiés du Seigneur en buvant le sang et mangeant la nourriture éternelle. Cela a été recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quiconque croit, veut le suivre, doit suivre ses voies. Raison pour laquelle nous avons pris ses voies pour se faire baptiser. Ce moment a été fortement marqué par l'anniversaire du pasteur Guédé Nicolas Zaria, honoré par tous ses enfants. Le groupe musical Porteur de Vie et le chantre de l'Éternel, Druidi Florent, les enfants de l'école du dimanche et la jeunesse ont impacté le corps de Christ de par leurs prestations de qualité. 26 nouvelles personnes ont donc décidé d'adhérer publiquement et fièrement aux idéaux de l'Église des Assemblées de Dieu. Et d'importantes résolutions ont été prises par le conseil de l'Église qui vise l'éveil spirituel du côté de Tanda. Pour ce qu'il a fait pour nous, nous sommes en mission. Et nous envoyons sa parole en mission. Quand nous prions, quand nous combattons, et cela atteint les peuples. Alléluia. Au sortir d'un tel programme, c'est tout le corps de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu qui entend investir les différents secteurs donc de Tanda pour que le nom de Yahweh soit entendu de tous et que les populations le reçoivent comme leur sauveur. Intéressons-nous à présent dans ce journal à l'Alliance des Églises de Christ en mission qui veut faire de la nouvelle année à venir une année de l'entrepreneuriat dans le monde chrétien. Son président, le révérend Bozelidio, a dévoilé cette vision au cours d'une tournée qui s'est tenue dans les villes de Yamoussoukro à l'occasion des cultes du premier dimanche de décembre 2020. L'objectif de cette tournée de Bozelidio le dimanche dernier dans les églises AICM de Yamoussoukro était d'annoncer la couleur des activités qui vont meubler 2021 pour la croissance spirituelle et économique des fidèles. Nous voulons nous baser sur l'évangélisation et l'implantation de l'église, en plus l'entrepreneuriat, mettre l'accent surtout sur l'entrepreneuriat. Nous voulons entreprendre, apprendre à la jeunesse, apprendre aux fidèles à entreprendre afin de s'autosuffire matériellement, financièrement et pouvoir s'épanouir aussi sur le volet spirituel. Cette annonce a commencé par un bref bilan de la première année d'existence de l'AICM, essentiellement dominée par les grandes campagnes d'évangélisation et de prière pour son implantation véritable sur toute l'étendue du territoire national. Par rapport à l'église, je me suis donné à Dieu il n'y a pas trop longtemps. Dieu a vraiment travaillé dans ma vie et je veux le servir réellement. Et encore, l'église a fêté le premier anniversaire. Ça a été une super grâce avec tous les membres et les fidèles. Les milliers de fidèles que nous avons vus. Vraiment, c'est une joie pour nous, pour l'église AICM. Et nous pensons que 2021, tout le monde va rentrer dans une nouvelle année encore plus meilleure. Dieu change la situation de chacun de nous selon sa volonté et lorsqu'on tourne le regard vers lui a été le thème du message enseigné par le pasteur Bozelidio ce dimanche dans sa tournée d'information. Il faut dire que c'était un message vraiment édifiant. Nous avons été réellement bénis par ce message. Et moi, ce message m'a permis de fortifier ma foi ce matin. Je voudrais ce matin dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est par son canal que
nous avons pu entendre ce message, ce très beau message qui est passé au travers notre révérend pasteur Koko Bozeri Dio. Le premier dimanche de décembre 2020 a aussi été une occasion pour les responsables de l'ASCM de remercier Dieu pour la croissance rapide de l'Église. L'Église ASCM progresse, elle grandit. Nous avons commencé avec quelques fidèles, mais nous sommes maintenant à beaucoup de fidèles. L'Église prospère par la grâce de Dieu. Et je n'ai qu'à dire seulement merci à l'Éternel parce que le Seigneur nous a protégés depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à présent. Et je voudrais dire infiniment merci à Dieu pour le Père fondateur, le révérend Bozeri lui-même. Soulignons que l'Alliance des Églises de Christ en Mission aura 2 ans en février prochain. La préfecture de police de la ville de Bondoukou dans la région du Gontougo a saisi 514 kg de cannabis lors d'une opération. La drogue, dont la valeur est estimée à 21 millions de francs CFA, avait convoyé à bord d'un camion Ben en provenance d'un pays voisin. La préfecture de police de Bondoukou vient de réaliser un énorme coup à travers la saisie d'une importante quantité de cannabis lors d'une opération menée dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Ce sont 514 kg de cannabis qui ont été saisis lors de cette opération, dont la valeur est estimée à 21 millions de francs CFA. Dans la nuit, nous avons, au cours d'une opération de police, saisi 514 kg de drogue, notamment de cannabis. Et cela a été possible grâce à une information anonyme d'un honnête citoyen. La saisie a été envoyée le lendemain à Abidjan et confiée à nos unités spécialisées pour continuation d'enquête. À travers une telle saisie, tous les hommes de la préfecture de police de Bondoukou, avec à leur tête le préfet Boadou Abonon-Blaise, démontrent encore une fois de plus qu'ils sont au service des populations et veulent les débarrasser de tout ce qui est nocif, donc dangereux pour leur santé. Ces 514 kg de cannabis saisis étaient convoyés à bord d'un camion Ben en provenance d'un pays voisin. Selon les informations, elle vient d'un pays voisin. Notamment, vous savez que nous partageons 400 km de frontières avec le Ghana et le Burkina Faso. Donc, cette quantité serait venue du Ghana voisin. Vous savez également que malgré la fermeture des frontières, il y a beaucoup de points de passage qui sont utilisés par ces trafiquants. Donc nous avons besoin du soutien et de la collaboration de la population pour mener à bien nos opérations. Outre cette saisie, depuis un certain temps, dans les lycées et collèges de Bondoukou, quelques élèves transforment les arrière-cours de ces établissements en fumoirs. Le préfet de police et ses hommes y sont allés pour la sensibilisation et détruire ces différents lieux de consommation et interpeller ces élèves qui s'adonnent à cette pratique. Nous avons procédé par des sensibilisations auprès des élèves, mais également procéder à des destructions massives de fumoirs avec parfois des saisies de drogue. Donc, de façon périodique, nous conduisons ces opérations pour détruire ces fumoirs qui existent. C'est vrai que souvent, certains sont recolonisés, mais nous revenons très souvent pour les détruire. En tout cas, un beau coup de filet réalisé par la préfecture de police de Bondoukou qui dénote encore une fois de plus leur proximité avec les populations. Cependant, le préfet de police estime que tout ceci n'aura de poids que lorsque les populations vont collaborer et fournir les informations à leur police pour être encore plus efficaces afin de les protéger au mieux. Il rêvait de devenir footballeur. Doudou Faye, c'est de lui qu'il s'agit, est mort d'épuisement sur une pirogue en partance pour l'Europe depuis son pays, le Sénégal. Il n'avait que 14 ans. Le soulagement était perceptible pour les 3 pères de famille, silencieux et solennels devant le juge. Finalement, ils n'ont pas été condamnés à 2 ans de prison ferme comme le demandait le procureur, mais à 1 mois de prison ferme et 23 mois de sursis pour mise en danger de la vie d'autrui. Les prévenus ont aussi été relaxés du chef de complicité de trafic de migrants. Ce procès est inédit car ce ne sont pas des passeurs ou des candidats à l'émigration clandestine, mais des pères de famille jugés pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Espagne. La mort de l'un d'entre eux, le jeune Doudou Faye, fin octobre, avait suscité une vive émotion ici au Sénégal. Je vous propose d'écouter Maître Abdoulaye Taye, l'avocat du père de Doudou Faye, qui avait plaidé pour la relaxe pure et simple du prévenu.
Les pères étaient des victimes. Si ces pères-là qui avaient comparu, avaient l'âge de ces enfants, avaient les moyens que les autres ont eu pour embarquer, peut-être c'est eux qui seraient à leur place. Et ils ont pensé, peut-être à tort ou à raison, que l'Europe serait un bon endroit pour réussir. La mère de Doudou Faye que nous avons rencontrée s'est dit soulagée par ce jugement. Mise en détention le 13 novembre dernier, les 3 hommes devraient être libérés ces prochains jours. En RDC, la rupture est bel et bien consommée entre le Cap pour le changement, la plateforme pro-Félix Tshisekedi et le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. La tension est montée brusquement en début d'après-midi à l'Assemblée nationale congolaise quand des députés ont pris d'assaut le perchoir, mettant sans dessus-dessous tables et chaises et empêchant la tenue de la réunion plénière. L'opération était, semble-t-il, menée par des députés pro-Tshisekedi ou de l'opposition. Ces élus veulent, au moyen d'une pétition, renverser le bureau et la présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda. Ces pétitions, ces recours au Conseil d'État, c'est toute une succession de harcèlements parlementaires qui n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Vous me parlez du Conseil d'État et des pétitions, mais il vous souviendra qu'en septembre, le responsable le plus élevé d'un parti présidentiel s'était permis d'insulter le président de l'Assemblée nationale, qui est quand même numéro 2 en termes hiérarchiques. La rupture a été actée dimanche quand le président Tshisekedi a annoncé la fin de la coalition de sa plateforme, le CASH, avec le FCC, soutien de l'ancien président Kabila qui détient la majorité au Parlement. Ce lundi, il a réagi avec sévérité. Il parle d'instauration d'un régime dictatorial. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Fort de sa confortable majorité à l'Assemblée, le FCC va donc résister à la tentative du président de se trouver une autre majorité. Du côté des partisans du président, on exulte de la fin d'une alliance qui n'avait jamais convaincu. Mais cette énième crise politique inquiète déjà les partenaires de la République démocratique du Congo. Le pays ne peut pas se permettre une crise institutionnelle grave, a déclaré l'émissaire de l'ONU pour la RDC. L'Éthiopie vient de reconnaître que des forces pro-gouvernementales ont tiré sur une équipe de l'ONU au Tigré, déniant fermement un accès sans restriction des humanitaires à cette région du nord du pays, privée d'approvisionnement après plus d'1 mois de conflit. Les tensions sont de nouveau montées dans la région du Tigré. Alors qu'ils étaient en route vers un camp de réfugiés pour y évaluer les conditions de sécurité, une équipe des Nations Unies a essuyé des tirs avant d'être arrêtée par les forces gouvernementales ce dimanche. Mais les travailleurs humanitaires seraient à la faute selon le gouvernement. Certains des membres des équipes de l'ONU ont été arrêtés et certains se sont fait tirer dessus. Mais pourquoi est-ce arrivé? Ce pays n'est pas un no man's land. Il a un gouvernement, il a des difficultés dans le nord du pays. On leur a dit, vous ne devez pas vous rendre dans certaines zones, mais ils se sont livrés à une sorte d'expédition aventureuse. Selon le porte-parole de la cellule de crise gouvernementale pour le Tigré, les travailleurs humanitaires auraient forcé 2 barrages pour se rendre rapidement dans des zones où ils n'étaient pas censés aller, en violant l'accord mis en place. L'accord avec les Nations Unies disait que le gouvernement coordinerait et dirigerait les opérations. Donc, lorsque le gouvernement crée un accès pour qu'une action humanitaire ait lieu, alors les Nations Unies peuvent venir. Mais quand on dit qu'une zone n'est pas sécurisée, les Nations Unies et les autres partenaires doivent l'accepter. La semaine dernière, les Nations Unies avaient affirmé avoir obtenu un accès humanitaire sans restriction de la part des autorités éthiopiennes. Une affirmation que le gouvernement éthiopien continue de nier à ce jour. Au lieu de 10 années d'emprisonnement, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a écopé finalement de 4 années de prison, dont 2 avec sursis. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. C'est la peine requise par le parquet national financier ce mardi contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président français est jugé pour corruption et trafic d'influence aux côtés de son ancien avocat Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Une peine identique a été requise à leur encontre.
Mais cela aurait pu être pire. Les 3 prévenus encouraient 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Pour rappel, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir obtenu des informations protégées par le secret via son avocat Thierry Herzog auprès du haut magistrat Gilbert Azibert à la Cour de cassation. Cette dernière devait décider si les agendas présidentiels de l'ex-chef d'État saisis dans l'affaire Bettencourt pouvaient être utilisés dans d'autres dossiers l'impliquant. Le président et son avocat étaient alors sur écoute et les juges les soupçonnent d'avoir essayé d'obtenir l'appui du magistrat en échange d'un coup de pouce pour un poste à Monaco. Ces conversations ne sont que des bavardages, a rétorqué Nicolas Sarkozy, qui a dénoncé une infamie et une traque judiciaire à son encontre. L'ancien président assure n'avoir eu aucune information privilégiée et il a contesté tout acte de corruption. Nicolas Sarkozy souligne aussi que Gilbert Azibert n'aura jamais obtenu le poste à Monaco. Mais selon la loi, il n'est pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue pour que la corruption et le trafic d'influence soient caractérisés. Les plaidoiries de la défense auront lieu ce mercredi et jeudi, mais c'est la première fois qu'une peine de prison est requise contre un ancien président sous la Ve République. Dans l'affaire des emplois fictifs qui concernait Jacques Chirac, le parquet avait demandé à l'époque la relaxe, mais l'ancien président avait été finalement condamné. En Inde, les agriculteurs ont décidé de ne pas baisser les bras face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils ont appelé ce mardi 8 décembre 2020 à une journée de grève générale dans tout le pays. Voilà près de 2 semaines que Sandeep Singh s'est installé sur cette autoroute qui mène à New Delhi, l'un des tout premiers fermiers à se mobiliser. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers à bloquer l'accès à la capitale indienne pour dire non aux récentes réformes agricoles du Premier ministre Narendra Modi. Nous allons souffrir d'énormes pertes à cause des lois de Modi. Il essaie de privatiser nos terres. Il met fin à tous les marchés qui sont connectés aux fermiers. Les fermiers vont souffrir. La souffrance des fermiers est déjà une réalité. Ces dernières années, des milliers d'entre eux se sont suicidés, acculés par les dettes, victimes de la sécheresse. Jusqu'à présent, le prix de vente de leur production était fixé par l'État, une sorte de garantie qui vole en éclats avec ces nouvelles lois. Pour ces agriculteurs, en effet, la libéralisation des prix ne peut que profiter aux grandes sociétés en tirant les prix vers le bas. On travaille la terre pour pouvoir manger, mais avec ces lois du gouvernement, il ferait mieux de nous tirer dessus, ici, pendant qu'on manifeste. Sinon, qu'allons-nous faire? On se bat pour protéger la prochaine génération. La condition paysanne, un sujet hautement sensible en Inde. 2 Indiens sur 3 vivent en zone rurale et face à l'enjeu, ces agriculteurs promettent de tenir jusqu'au bout et peu importe les conditions. Qui veut quitter ses enfants et venir ici manifester? Dormir dans le froid, se laver à l'eau froide. On doit aussi marcher 4 km pour atteindre des toilettes. Ce mardi est une journée de grève générale à l'appel de ces agriculteurs désormais soutenus par les cheminots, les routiers, les enseignants, plusieurs partis politiques et les syndicats. Un mot de cinéma avant de refermer les pages de ce journal. C'est sans doute l'événement le plus attendu de cette fin d'année 2020 pour le cinéma africain, La Nuit des Rois du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacoste. C'est un grand événement que nous vous proposons de suivre ici dans ce reportage. Désormais tu es Roman, le prince sans royaume. Le soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Tout juste arrivé à la maison d'arrêt d'Abidjan, la Maca, le jeune détenu est chargé de ce rôle clé. Une vieille tradition racontée dans ce film La Nuit des Rois. Bakary Koné campe le personnage principal. Pour lui, c'est une première. Ouais, le scénario de La Nuit des Rois, ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu le scénario. Avant, j'aimais regarder des films avec mon père, mais devenir acteur, c'était pas mon truc. Je voulais juste, je voulais faire du foot, jouer au foot, mais c'est arrivé comme ça. Bakary Koné est repéré lors d'un casting. Tout s'enchaîne. Diction, gestuelle, l'acteur en herbe apprivoise en à peine 2 mois son personnage et l'univers carcéral. La Nuit des Rois retrace aussi les luttes de pouvoir dans les prisons. La Maca, c'est la seule prison au monde gouvernée par les détenus. Quelques séquences du film ont été tournées dans la Maca, le reste des décors réalistes à Grand Bassam. À
Abidjan, une partie du casting assiste à la première. Pour le réalisateur, le pari est déjà gagné. Ce long métrage a nécessité 2 années de travail et lui permet d'aborder aussi un sujet qui lui tient à cœur, des jeunes livrés à eux-mêmes, appelés familièrement les microbes. C'est ce qui me fascine dans la société, c'est-à-dire les seules personnes qui m'intéressent sont les marginaux. Voilà, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas, ceux qui sont sur le côté. Le public ivoirien ne s'y est pas trompé. Les approcher pour leur demander, ils ont l'habitude, c'est leur première fois. Et là, ils sont en train de me dire que c'est leur première fois. Du coup, je suis... La Nuit des Rois, une fiction aux aspects réalistes. Bakary Koné et les autres acteurs du film ont maintenant envie de continuer leur carrière sur grand écran. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Béni TV.